Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Alors oui, en ce mois de l'histoire des Noirs, Coconut Podcast se doit de rencontrer les grandes personnalités de la communauté noire, mais également ayant à faire avec la communauté noire au Québec. Et aujourd'hui, nous rencontrons une personnalité connue, je pourrais vous dire, de tous dans la métropole. Il est un exemple pour les jeunes. On le connaît dans un premier temps comme un membre fondateur du mouvement Hilarious Riders. Vous les voyez en motocyclette. On va en parler dans quelques instants. Également, vous l'avez connu certains dans les années 90 comme un rappeur. Oui, messieurs, dames, on n'aura qu'à penser à R. Dépayseur, Mika Lauréat, entre autres. Et aujourd'hui, il motive les jeunes. Il est lieutenant au service d'incendie de la ville de Montréal. C'est avec une immense joie, et comme on dit à Coconut Podcast, avec honneur et respect, que nous accueillons celui qu'on appelle, dans ces années, à Montréal, Monsieur Spook. Aujourd'hui, à Coconut Podcast, il est avec nous, de son vrai nom, Alberto Sillon, alias Spook, messieurs, dames. Wow! Merci. Belle intro, j'aime ça. Ben écoute, Spook, pour la carrière que tu as derrière toi, mais que tu es en train, encore aujourd'hui, de rajouter des éléments incroyables. Cette introduction, elle est très peu, je te dirais. Vraiment, tu as touché des jeunes, tu as touché Coconut Podcast, tu ne le sais peut-être pas. On a assisté à des conférences de toi au Cégep du Vieux-Montréal, dans le cadre de journées pour les entrepreneurs noirs, la jeunesse noire, organisée par Équipe RDP. Exact. Écoute, Spook, on te voit à Kéké Show, à la télé. T'es vraiment super actif. Alors, cette introduction, tu la mérites. Merci bien. On est ensemble. Tout ce que je fais, c'est parce qu'on est ensemble. On sait qu'on a un combat à faire qui est d'arriver à une certaine justice, une certaine forme de justice. Super. Puis, je crois que c'est tout simplement un devoir quand on est dans une position où on peut faire des choses, de pouvoir faire le minimum qu'on peut faire. Excellent. Et la question qu'on pose à tous nos invités en début d'entrevue, Monsieur Alberto, lieutenant Sillon. On va vous donner vos titres de noblesse quand même. Comment ça va? Moi, ça va super bien. On survit malgré justement toute, que j'aimerais dire, j'aime appeler la pièce de théâtre mondiale qui se passe là, mais on va pas rentrer là-dedans. Donc, cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis pièce de théâtre, c'est que là, tu commences à en avoir ras le pompon des mesures qui ne sont pas toujours harmonisées, on pourrait le dire ainsi? Oui, mais en fait, je crois que c'est rien de nouveau. L'homme a toujours été homme, que ce soit en temps de guerre ou en temps de catastrophe naturelle ou peu importe qu'est-ce qui arrive comme élément majeur, il y a toujours des hommes qui vont profiter pour se faire soit du capital politique ou du capital économique sur ces situations-là. Lorsqu'on faisait la guerre, c'était justement pour relancer l'économie. Donc, c'est rien de nouveau à ce qu'on peut assister aujourd'hui. Je crois pas qu'il y a rien de... Je crois qu'il y a beaucoup de vrai dans tout ce qu'on sait. Il y a vraiment des gens qui meurent, il y a un virus qui est en train de causer beaucoup de tort. Vrai. Mais en même temps, je crois qu'il y en a qui en profitent pour faire... Comment que c'est géré? Toi, tu as un bémol. Oui, c'est ça. Parce que il y a beaucoup d'incohérences. Puis pour être quelqu'un qui voyage beaucoup, je vois comment ça se passe dans d'autres pays. Dans d'autres pays? En Europe, dans les pays scandinaves. Il y a d'autres approches. Il y a d'autres approches, tout ça. Donc, il n'y a rien de nouveau, comme je dis, sous le soleil. Des humains vont toujours essayer de profiter des autres humains. Je crois que c'est ça qui arrive en bonne partie présentement, mais il faut pas oublier qu'il y a un vrai danger, un vrai virus. Mais je crois que il y a, comme dans toute situation, il y a plusieurs moyens
d'arriver à une solution. Je crois pas qu'il y a une solution unique, puis que c'est celle-là qui doit être appliquée à tout le monde. Je crois qu'il y a plusieurs façons de se rendre à Rome. Donc, si on nous dit tout le temps que c'est la seule façon, c'est là que je commence à devenir suspect. Nous, en tant qu'Haïtiens, je me suis toujours soigné avec des plantes et tout ça. Oui. C'était associé. Donc, la médecine plus traditionnelle et tout ça. Et là, tu vois qu'on pour certains, ils ne la prennent pas en considération. C'est ça. Au contraire, on les appelle des chamans, on les ridiculise. Tout ce qui est médecine traditionnelle, c'est très, très controversé. Mais la question que je te pose pendant qu'on est dans ce sujet, on rentre direct dans excusez-moi, je voulais pas m'étendre là-dessus. Non, mais c'est intéressant, c'est superbe et c'est comme ça qu'on aime les entrevues à Coconut Podcast. Ouais. Est-ce que tu penses que le gouvernement au Québec en a fait suffisamment pour informer les communautés culturelles et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, les communautés noires? Est-ce qu'ils ont fait ce travail de communication? Est-ce que tu sens qu'ils ont pris le temps avec ces communautés? On t'écoute là-dessus. Est-ce que le message a été clair d'après toi? Parce qu'il y a quand même un déficit au niveau de la vaccination auprès des communautés noires. Est-ce que c'est parce que le message ne s'est pas rendu ou de la manière qu'il a été amené, c'était un peu décousu par moment? Mais je crois que c'est un peu de tout ce que tu viens de dire. Il faut pas oublier que les communautés étrangères, si on veut, ont d'autres façons de faire. Comme je dis, nous, en tant qu'Haïtiens, les Africains, on est très beaucoup sur la médecine traditionnelle, les plantes et tout ça. Et même pour avoir été en Côte d'Ivoire durant la pandémie, les gens se soignent avec des tisanes. À Madagascar, entre autres, aussi. Oui, ils ont trouvé un remède à base d'artémisia, la plante d'artémisia, justement, qui est la même plante qui est utilisée pour combattre le paludisme, qui est la malaria. Donc, ça fonctionne depuis des années, mais là encore, l'OMS s'oppose parce que c'est quelque chose qui est gratuit, que tout le monde peut cultiver dans sa cour. Donc, l'information qui est donnée aux personnes racisées, si on veut, ici, elle est la même que celui qui est donné au reste de la population. Par contre, nous, on a des réticences par rapport à plusieurs choses. Du fait qu'on a nos pratiques traditionnelles, du fait qu'on a notre expérience par rapport à notre perception du gouvernement. On sait qu'un gouvernement, c'est pas nécessairement celui qui travaille tout le temps pour le peuple, mais souvent, il vient travailler pour ses intérêts. Il y a cette méfiance avec l'historique, c'est ça. Voilà. Donc, l'information a été divulguée de la même façon pour la plupart de la population, mais c'est comment que nous, on prend cette information-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu envoyer davantage d'agents afin de vulgariser ce message ou de le rendre accessible afin de peut-être répondre aux questionnements des citoyennes et citoyens? 100%. Je crois que oui, il aurait pu envoyer plus d'agents, mais moi, je crois que la chose la plus importante qu'on n'a jamais eue depuis le début, c'est un débat public par rapport à ça. On n'entend jamais de l'opposition. C'est toujours le monde qui parle du même côté de la bouche, puis c'est la première fois que je vois ça de l'histoire de la science. En science, on est supposé toujours se questionner, on est toujours en train de se remettre en question pour voir si on a fait la bonne chose ou s'il y a mieux à faire. Mais c'est la première fois que je vois qu'on discute jamais de Mais peut-être ils discutent entre décideurs, entre scientifiques, mais est-ce que tu sens qu'on a interpellé les citoyennes et citoyens des quartiers où les populations noires vivent? Est-ce que tu sens qu'on t'a interpellé pour te faire vulgariser le message davantage ou répondre à certains questionnements? Est-ce que tu sens qu'il y a eu ce manque? Je crois qu'il y a un manque de réponse aux questionnements, ça c'est sûr. Mais oui, il y a eu un gros travail qui s'est fait dans tous les quartiers. Par exemple, moi je travaille à Montréal-Nord et juste en face de l'hôtel de ville, il y avait la clinique mobile où les gens pouvaient venir se faire vacciner, même qui jouaient du compas pour attirer la communauté noire. Puis tout ça. Puis donc ils ont fait preuve d'imagination pour les attirer. Mais la question, moi, c'est pas ça. C'est à la base. J'aimerais qu'on ait une discussion sur les possibilités de oui ou non, ou d'autres moyens de pouvoir... On a Dr Horacio Arruda qui s'était rendu en début de pandémie dans Montréal-Nord. Bon, ça a l'air que c'était plus ou moins bien reçu. Ton opinion à cet égard, est-ce que c'est parce que les grands décideurs ne viennent tellement pas à la rencontre de nos populations que ces derniers étaient réfractaires à sa visite? C'est ça. Parce que souvent, c'est ça. On dirait que
qui viennent ou qui s'adressent à notre communauté, c'est un événement, c'est un happening. Là, pour eux, c'est tellement rare. Alors que c'est supposé de quelque chose de normal. On n'est pas supposé de trouver ça comme, Arruda, il descend à Montréal-Nord pour vous rencontrer. Non, c'est supposé de quelque chose de normal. On n'est pas supposé de sentir qu'il faut faire des choses, qui leur semblent à eux être comme de la poudre aux yeux, selon moi. Là. Yes. Okay. Mais, toutefois, je crois que chacun a sa perception de ces choses. Je crois que tout le monde veut le bien pour la collectivité. Donc, je crois que c'est pour ça que les citoyens québécois, on s'est tous dit, on va faire notre effort. On va aller chercher exactement, pour pouvoir faire notre effort. Mais après 2 ans, on commence à réaliser que, bon, il y a beaucoup de choses qu'on nous a dit. Mais t'es pas le seul. Même Arcan commence à soulever certaines questions. Ouais. On voit que de plus en plus, on a certaines personnes, des chroniqueurs, des chroniqueuses, journalistes qui vont poser davantage de questions au gouvernement à comprendre le couvre-feu. Quelles sont les données scientifiques derrière le couvre-feu qu'on a eu à vivre? Là. C'est ça. Bref, pour répondre à la question, je vais bien. Malgré la pièce de théâtre qui se passe. Tu réitères, pour toi, il y a un peu la commedia dell'arte qui est en train de se jouer devant nous. C'est incroyable. Là, on a vu un peu, toi, franchement, cette pandémie, il y a un franc-parler, t'as fait ce que tu devais faire, protéger tes proches, l'ensemble de la société, t'as été te faire vacciner, entre autres. Spook, maintenant, le fait que de voir que cette pandémie, il y a peut-être une fin qui approche. En prenant du recul, comment se sont orchestrées ces 2 dernières années pour toi sur le plan personnel et professionnel? Parce que là, on voit poindre la lumière, il y a la possibilité là, tu sais, de faire un petit retour en arrière. Comment tu as vécu ça sur le plan personnel? Toi, déjà, tu nous reçois dans ta magnifique demeure, hein, franchement, ton humble et magnifique demeure. Et il y a madame qui nous a accueillis. On sent que tu as une super famille, des enfants super polis et tout. Comment tu as réussi à garder le nucléose familial afin de passer au travers et on arrive chez toi, mais il y a quand même le sourire sur tous les visages, là. En fait, au début de la pandémie, j'étais au Rwanda. T'étais à Kigali, là? À Kigali, avec les enfants et tout. Donc, ça parlait de ça, les gens commençaient... Tu parles un peu Kinyarwanda, un peu? Non, aucunement. Ok, d'accord. Aucunement. Toi, on dirait que t'es très, très, comment dire, multilinguiste. Ouais, que je peux quand même un peu Amakuru, Yanyu, comme je peux dire des petits trucs comme ça, voilà. On a reçu Corneille. C'est vrai. Mais c'est ça, donc en revenant, on était déjà comme dans notre... bulle familiale, si on aime utiliser le mot bulle. Mais Vous y étiez pour les vacances? Pour des vacances, pour voir un peu justement l'autre côté. Je voulais montrer à mes enfants ce qu'on nous montre pas de l'Afrique, parce que je me suis toujours dit, there's no way que mes enfants vont aller à Walt Disney s'ils n'ont pas vu l'Afrique. Et pourquoi le Rwanda? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un des pays d'Afrique avec l'une des plus grandes croissances? Est-ce que c'est dû au fait que la propreté des rues de Kigali, tu voulais montrer une Afrique qui... Je leur montrer l'Afrique qu'on nous montre pas, en fait. Donc, et ça a marché parce que eux, même à l'école, lorsqu'ils font des recherches Internet sur l'Afrique, on leur montre la savane, les animaux, des territoires désertiques, des trucs comme ça. Ça force leur imagination sur eux-mêmes, donc ce qui est faux en réalité. Donc, je voulais une place quand même aussi avec une bonne sécurité, un beau développement économique et tout ça avec une belle architecture. Donc, j'ai donné plusieurs choix de pays aux enfants, puis ils ont choisi selon qu'est-ce qui rentrait dans notre budget. Donc, ils ont choisi, puis... T'as aimé? Rwanda, ouais, j'ai bien aimé. C'est probablement une des villes, Kigali, c'est probablement une des villes les plus propres que j'ai jamais vues, là. Même qu'il y a, je crois que c'est une fois par mois. Ouais, il y a les corvées, tout le monde, mensuelles, nationales. Voilà, tout le monde. Ça, on pourrait en parler à Haïti, là. Je pense que, même à Montréal, je pense. Même à Montréal, on pourrait faire ça. Madame Plante. Exact. Donc, tous les citoyens, une journée par mois, ils sont obligés de faire des tâches
public. Donc, c'est soit nettoyer la rue et tout ça. Donc, pas à l'intérieur de leur maison, à l'extérieur. Là. Donc, ça, c'est donc, t'es revenu quand même gonflé à bloc. Exact. Avec madame, les enfants. C'est ça. Et ensuite, c'était le confinement. Tout de suite, ça a commencé. Les enfants ne pouvaient pas retourner à l'école. On est vers le 13 mars 2020. Exactement. Nous, on est revenu le 5 mars. Donc, à partir de là, je me suis dit, non, je ne vais pas m'empêcher de continuer à vivre malgré que il y a des restrictions et tout ça. Donc, j'ai quand même continué à vivre ma vie, à voyager et tout ça. Parce que je voyais que la réalité était comme différente ailleurs aussi. Puis c'était le même combat, le même virus. Mais c'était deal de façon différente. Puis, donc, j'apprends beaucoup à mes enfants l'histoire des Noirs. Et t'en as profité pour, te ressourcer avec les enfants, passer ce moment avec eux. C'est ça. Puis même que, à la maison, quand l'école était fermée, je leur faisais de l'enseignement à la maison, je faisais des petites expériences, exemple, changement de l'état de la matière, la sublimation, congélation, etc. En leur montrant des exemples avec des choses, avec la glace, l'eau qui bouillit, qui s'évapore, c'est ça de la évaporation. On ne l'a pas dit en introduction, tu as tellement de chapeaux, mais entre autres, tu enseignes à l'IPIC, à l'Institut de protection incendie du Québec. Du Québec, exactement. Et au donc, ils ont un prof à la maison, là, les enfants aussi. Là. En fait, j'ai enseigné à l'IPIC pendant 2 ans, puis ensuite, j'enseigne à Montmorency, au collège Montmorency. OK, donc ça, c'est en service incendie carrément. Là. Exact. OK, l'IPIC, ça, c'est le DEP, on va en parler dans quelques instants, mais ça, c'est les 2 années préalables. C'est ça. La formation préalable à ce DEC qui nous permet de devenir pompier. Là. Exactement. Le DEP dure 1 an. Et ensuite, c'est un préalable pour le DEC. Le DEC. En incendie. OK, superbe. Donc, c'est ça. Donc, ça me permet d'avoir des petites capacités de faire des activités d'apprentissage avec les enfants et tout ça. Fait que ça a bien passé. Et en même temps, je les apprends à avoir un œil critique sur tout. Parce que même à l'école, on leur enseigne des mensonges sur eux-mêmes, que l'Égypte était pas noire, que Jésus est blanc. On sait que vers le sud, depuis qu'on descend vers Aswan, des endroits, on appelle la Nubie, en Égypte. Eh bien là, on retrouve des populations noires. Complètement, là, dans la vallée des rois, là, dans le sud. Ouais, voilà, donc souvent, je reprends mes enfants sur qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école, puis je leur dis ça, c'est un mensonge lorsqu'on parle de la théorie de Darwin, que l'homme descend du singe et tout ça. Faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit. Comme disait Youssoupha dans une de ses chansons, lui en veut à ses profs pour lui avoir fait lire des livres dans lesquels on le traite de nègre. Incroyable. De façon dissimulée, on va pas te le dire, mais on va tout montrer l'infériorité, on va toujours valoriser le blanc dans tout ce qu'on apprend. Ça va être toujours ça, c'est la valorisation du caucasien dans tout ce qu'on apprend. Tout avec des choses simples. Donc là, toi, je reviens toujours à faire un certain équilibre. Pour qu'ils aient un sens critique. Puis souvent, même eux, ils vont challenger leurs profs selon qu'est-ce que je leur dis. Ma fille, dernièrement, elle avait appris sur l'Égypte et tout ça, puis je lui dis, tu sais que l'Égypte était noire, puis le mot Égypte, c'est Kemet. Kemet, ça veut dire noir, peau noire. Là, je lui montre des vidéos, je lui montre des recherches, beaucoup les recherches de Anta Diop, de Cheikh Anta Diop. Oui, au Sénégal. Et voilà, alors lui avait fait déjà la preuve, donc a fait la preuve devant l'UNESCO. Il avait même invité toutes les anthropologues, puis les historiens de tous les pays pour venir parler de ça. Et il a démontré que l'Égypte était noire. Mais pourquoi aujourd'hui, depuis, je pense, il y a 76, 78 qui a fait cette conférence-là à l'UNESCO, il a prouvé que l'Égypte était noire. La réceptivité de tes enfants, lorsque tu leur amènes ces éléments qu'ils n'ont pas nécessairement eu l'opportunité d'apprendre à l'école, et surtout ta femme, lorsqu'elle te voit, mais leur transmettre un bagage qui vaut de l'or. Oui, c'est ça. Quelles sont les réactions de tes enfants lorsqu'ils voient que papa, il nous en apprend pas mal de trucs? Et surtout, quelle est la réaction de madame, ta femme, lorsqu'elle voit que wow. Mais my husband, so cool. J'ai commencé avec mes enfants parce que mes enfants, eux, ils sont de la même génération que ceux d'aujourd'hui. C'est la génération.
Vite, faut que je vois. Okay. Donc, si je vais juste leur raconter, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils soient stimulés visuellement. Okay, Donc, il faut que j'aille chercher des vidéos, puis des trucs pour leur montrer. C'est ça, cette génération-là. Je l'ai vu, j'y crois. Je Voilà. l'ai pas vu. Exact. C'est du tout. Puis, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un sens très critique. Donc, lorsque, tout le monde, pour revenir à ce qu'ils disaient, on disait comment ils prennent la pandémie et tout ça, ils en prennent et ils en laissent de ce que les médias disent. Parce que je leur ai déjà appris que les médias, c'est fait pour manipuler la masse. Qui contrôle les médias, contrôle la masse. Bon, ça dépend toujours du média avec lequel qu'on faut avoir, comme on dit, cet esprit critique. Exact, c'est qui ça. nous permet de voir lorsqu'on appelle une nouvelle fake news. Oui. Et lorsqu'on a une nouvelle... Oui. Même quand la nouvelle elle est vraie, elle peut être mal diffusée par les médias parce que, prenons par exemple, un noir qui se fait tuer. On va tellement nous passer ça en boucle qu'on vient à banaliser la mort du noir à la longue. On voit tout le temps ça à longueur de journée, puis c'est banalisé dans les yeux, plus encore des Blancs, parce qu'ils disent « Ah, on le voit tellement souvent ». Mais c'est ça l'effet. Faut voir aussi, c'est pas juste parce que la nouvelle elle est fausse, même si c'est une vraie nouvelle. C'est une nouvelle qui fait vendre. C'est qui fait vendre, mais en même temps, c'est un effet là-dedans. Ça vient jouer dans notre mind. À force de voir toujours en boucle, ça vient déshumaniser le noir qui passe tout le temps pour la victime, en fait. Donc, je crois que faut faire attention à ça. Puis, en enseignant ça à mes enfants, je crois qu'ils ont développé un sens critique, ils sont capables de voir, tu sais, à l'école, ils vont entendre des commentaires des élèves qui sont sur la panique, on revient à la pandémie, qui sont sur la panique, qui pensent qu'ils vont mourir s'ils attrapent le COVID, alors que les autres disent, ben non, tu sais, ils sont capables de relativiser. On est des enfants, notre système est fait pour pouvoir, on va s'en sortir, il n'y a pas d'enfants qui en meurent, tout ça. Ils sont capables d'avoir des arguments un peu plus objectifs. Ouais, exact. Puis ça, c'est sur tous les sujets. Et puis, ma femme, comme la plupart des gens, le problème de nous, les Noirs, présentement, je crois que la ségrégation était mieux pour nous, pour notre unité. Parce que durant le temps de la ségrégation, on savait qu'on devait être unis. Mais aujourd'hui, on est tellement divisé par nos réussites personnelles, individuelles. On a, comme tu veux dire, j'ai ma maison, j'ai ma moto, j'ai ma cour. Fait que, il y en a pas d'injustice. J'ai mon petit bonheur. Fait que, je pourrais me dire, oh non, il y en a pas d'injustice. Il y en a pas de racisme. Il y en a pas de discrimination. Un petit bonheur que j'avais ramassé, il était tout en pleurs. Donc, on peut oublier ces injustices-là si on fait juste vivre notre petite routine parce qu'on voit pas le big picture, on voit pas le côté social. Ouais. Parce que même si moi j'avance personnellement, je réussis personnellement, si ma communauté ne réussit pas, on n'a pas avancé. J'ai avancé, mais on n'a pas avancé. Donc, mon image n'a pas avancé. L'image que la société a de moi n'a pas avancé. Même si que je serais docteur, je serais PDG, quoi que ce soit, l'image que la société a de moi n'a pas évolué. Fait qu'on n'a pas gagné avec nos petits bonheurs individuels. Dans le temps de la ségrégation, on le savait, c'était us against the world. Fait qu'on n'avait pas le choix d'être unis. Mais maintenant, on a le choix d'oublier les injustices en regardant nos réussites personnelles et se dire, ah, c'est pas si pire que ça finalement. Il n'y a pas tant de racisme que ça. Il n'y a pas tant de discrimination jusqu'à ce que tu roules dans ta belle voiture parce que t'as réussi, puis gyrophare, tu demandes juste pour une vérification. As-tu vraiment réussi? As-tu vraiment réussi? Intéressant. On vient toujours à cette réalité-là. Donc, ma femme, je crois que, comme la plupart des gens d'aujourd'hui, et c'est normal, parce que c'est comme ça que la société nous divise, nous donne nos objectifs personnels, individuels. Donc, comme la plupart des gens, elle ne voit pas les injustices nécessairement parce qu'elle fait sa routine de vie, elle travaille, en plus elle travaille. Ou elle te laisse ce job-là, puis elle s'occupe du cocon familial. Mais c'est ça, parce que ça n'a pas été quelque chose qui l'a tellement touché. Mais moi, plus jeune, j'ai tellement été... On va revenir là-dessus, c'est ça. C'est intéressant, Spook, si tu me permets, oui, lieutenant Spook, ça Spook, ouais, mais à Coconut, on voit ces deux aspects, là. Sur l'aspect Sillon, mais sur l'aspect Spook aussi. Ouais. Alberto Speech, même par moment, pour les anglophones, ça peut être. Cette sensibilité sociétale que tu as, cette sensibilité à l'égard de la société, elle te vient d'un endroit. Cette sensibilité que tu as quant à l'avenir de ton prochain.
On va apprendre à connaître Spook. Ouais. Toi, tu es né en Haïti, Spook. En Haïti, Gonaïve. Qui qu'on fait? Gonaïve. Fait Gonaïve dans la Un Tibonite. nègre, la Tibonite. Est-ce que c'est vrai que... Bon, on va à l'école, c'est bon. Je suis haïtien mieux pour m'avoir Haïtien, on va à l'école. Ok, super, on aime ça. On dit que les gens de l'Artibonite, ils ne peuvent vivre sans leur plat de riz sur une base quotidienne. Est-ce vrai? C'est 10 riz power. Du riz power. Oh ouais, on dit même plus du riz, là. On est dans 10 riz power. C'est bon, excellent. Avec du lalo. Avec du lalo. Ça, c'est des légumes consumés, là. Ça. OK. Ah, ils sont vrais, ou sont réels? Ils sont vrais. Non seulement, je crois que c'est même dans les gènes, parce que ma fille qui avait jamais été en Haïti, qui est née ici, puis ma mère, des fois, elle fait du lalo. Puis depuis qu'elle est jeune, elle tripe sur le lalo. Moi, c'est calalou. Moi, Ah ouais? le gambo, là, Le comme gambo, il dit, ouais. nos frères d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Le calalou, là, tu sais, ça glisse avec des cubes de viande, de bœuf. Hein? Ouais, très bien. C'est très bon aussi, mais elle a un petit genre supérieur. Ah ouais? Un petit coche supérieur, man. Mon la Tibonite. Ok, Militon. Oh! Non, t'en as mis pas plus, là. Non, on est dans une autre classe. C'est bon, j'aime ça. Alors toi, tu viens des Gonaïves, Ouais. encore plus, ça expliquerait cette sensibilité quant à la société, cette sensibilité quant à l'être humain, car un des endroits phares d'Haïti. des droits de l'homme... Oui, la Constitution a été signée là. Oui, voilà, ce sont les Gonaïves. Ouais. Même lorsqu'on y va, on a quand même ces grandes statuettes qui représentent nos grands leaders. nos ancêtres qui ont donné cette indépendance. Ouais. Spook, tu es né en Haïti, tu as grandi au Gonaïve. Un souvenir d'Haïti en 15 secondes. À l'époque ou quand je suis revenu? Après, on en parlera en 2012. Ok. En 2010, le 12 janvier. Un souvenir. De ta jeune enfance. Je suis venu quand même ici jeune, mais un des souvenirs que j'ai, c'est que... C'est le lalo? En fait, mon père était déjà au Canada. Okay. Donc, nous, on vit en dehors, comme on dit. Fait que ma mère... À campagne. À campagne. Ma mère avait sa cour avec les poules, puis tout ça. Okay. Puis, à un moment donné, elle avait emprunté la hache d'un voisin. Puis, elle avait fini avec, puis elle a dit à mon grand frère d'aller porter la hache. Okay. Moi, j'avais peut-être 3 ans ou 4 ans. J'étais, non, c'est moi qui veux y aller porter la hache. Non. Fait que je prends la hache, on va la porter. Exactement. Je la traîne. Puis, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai échappé la hache sur mon pouce. Fait que ça m'a coupé. Mais pas coupé le pouce au complet, mais ça a comme coupé pour que ça saigne. C'est ça. Puis, je sais pas, j'ai comme probablement perdu connaissance. Je me suis réveillé. J'étais dans le lit de ma mère avec un bandage. Mais souviens-toi, la chambre de nos parents haïtiens, comment c'était sacré. On pouvait jamais rentrer. C'est ça. Ils ont plein des trucs. Ils ont tout dans leur chambre. C'est sacré, mais j'étais comme... Wow! Je suis dans la chambre de la mère, c'est super. Il m'a resté malade un peu plus longtemps. Quand elle est rentrée dans la chambre, je me suis recouché pour rester longtemps. Un petit peu un autre orteil. Mais tout était comme... Ouais. Tu sais, les draps, souviens-toi comment c'était tout super bien rangé. La chambre des parents, c'est un endroit comme le petit paradis de la maison, là. À quel âge que tu arrives au Québec? J'arrive au Québec à 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans. Ouais. Ton premier quartier, le quartier dans lequel que tu vas grandir, Rivière-des-Prairies? Saint-Léonard. Saint-Léonard, t'es un gars d'Estiel. Estiel, dans le Brooklyn. Dans le Brooklyn. Dans les blocs HLM. OK. Ouais. Donc, t'as quand même connu cette réalité d'il y a quelques années. Ouais. Quand même, t'as connu l'Estiel, Brooklyn. Oui, le vrai Brooklyn. OK, excellent. Ouais. Et là, maintenant, tu as maman et papa. Ouais. Tu les vois se démener, mais est-ce que tu vas vivre un peu cette difficulté d'intégration lors de ton arrivée au Québec? Là, tu as comme 12 ans, 13 ans, un peu plus, dans cette période-là. Est-ce que tu vas vivre certaines difficultés d'intégration
qui vont t'amener à vivre certaines expériences comme tout adolescent, Clairement. en quelque sorte. Là. Clairement. Et Parce qu'on est en quelle année là, lorsque tu arrives au Québec? T'as quel âge? Là? moi, j'ai 6 ans, comme je dis. 6 ans, Donc, dans notre quartier, c'était pas mal du monde défavorisé, blanc comme noir. là. Blanc comme noir. C'était des c'est HLM, là, donc c'est blanc et noir. Habitation à loyer modique. Là. Exactement. Puis, j'ai commencé à me tenir avec deux gars, un noir puis un blanc, justement. Puis, on était aussi pauvres les trois, là, tu sais. Puis, on voulait des jouets, là, nos petits bonhommes des G.I. Joe, qui étaient très à la mode base dans le des temps, c'est ça. Transformers. Ouais, c'est ça. Fait que, on a commencé à faire des petits... Des petits larcins qu'on appelle. voilà, des petits trucs comme ça. Et puis, jusqu'à ce qu'on se fasse cote un moment donné, les trois, mais on était quoi? Genre, on avait 9 ans, là. C'était comme des petits On vous êtes affaires. fait attraper. Ouais. Pourquoi je te raconte ça? C'est drôle parce que le gars qui nous encourageait, c'était le gars, c'est Jérôme son nom en plus. Je me rappelle très bien. Il nous encourageait, le blanc. Il nous encourageait, let's go les gars, on y va. Puis quand on se fait cote. C'est lui. Oui, c'est lui qui commence à pleurer. Il dit, ah, c'est eux autres qui m'ont dit de le faire. C'est eux autres qui m'ont dit de le faire. Et que là, on a mangé un sale bâton à la maison. Ouais. Les parents vous ont dit, hey, qu'est-ce que vous faites là, les jeunes? Parce qu'on foxait l'école en plus pour faire ça. Là. On était quand même au primaire. Là. C'était Donc, ça, c'est Syntex dans... Non, moi, j'allais à Alphonse Pesan. OK. Ouais, Alphonse Pesan à Saint-Léonard. Moi, au secondaire, je me tenais avec des gars un peu croches souvent, puis on a fait plein des affaires parce que dans l'illégal, puis tout ça, mais ça convenait pas à mes valeurs. Donc, je me suis retiré de ce groupe-là pour justement, parce que pour moi, ça correspondait pas. Les valeurs du petit gars de Gonaïve, là, ça moi, marchait j'ai pas. grandi à l'église Ouais, aussi, c'est ça. faut pas oublier. Okay. Fait que, tu sais, ça faisait conflictuel pour moi d'être à l'église le dimanche matin, alors que la veille, j'étais en train de me battre dans un sous-sol une d'église. ruelle, Ouais. Les soirées, les 7e ciel. Exactement. Ah, OK, t'as connu les ça. ici, tout ça, là, l'église, exact. Fait que, toutes ces affaires-là, ça allait pas avec mes valeurs, donc j'ai laissé ça tomber. Mais, puis à l'église où j'allais, il y avait la Rock Lestigade, Paul Odiger, que lui, il était dans la musique, puis tout ça, fait que ça l'inspirait beaucoup. Fait que, au secondaire, il y avait, mon grand frère avait des amis, dont un de ses amis, c'était Cerveau. Puis Cerveau, il commençait déjà à rapper, moi, je rappais pas. Mais j'aimais qu'est-ce qu'il faisait, je trouvais ça cool. Tu sais, il était même plus à l'école. Il venait à l'école, moi j'étais rendu en secondaire 5, secondaire 4, lui il venait après l'école, puis... Mais le cerveau, je pense le que... cerveau, le RDPiseur d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis le monde était autour de lui, il écoutait faire son freestyle, j'ai comme, oh, j'ai été bad, fait que moi je collais 2-3 mots comme ça, fait que c'est comme ça que ça m'a allumé, mais j'ai jamais voulu faire de la musique. Jusqu'à ce que justement j'ai rencontré Vladimir Basile suite à un battle qu'on m'a interpellé, Mélomane, un gars qui m'a interpellé on stage, j'ai dit j'ai dit qu'il était mauvais, puis je suis monté on stage. Et puis, je te dis, je suis meilleur que toi. Ouais, c'est ça, exact. Et nous, ça quand même... levé, là. Ouais, ça a levé, puis ça a fait en sorte que, c'est comme ça que Vladimir m'a approché, il m'a dit, hey, t'as besoin de gars pour te backer parce qu'ils sont un groupe contre toi, tout ça. Fait que, comme ça, il m'a introduit à la musique, mais c'était pas quelque chose que je cherchais. OK. Donc, c'était vraiment un pur hasard. Mais là, un gars de Saint-Léonard, Estienne, t'es quand même dans l'est de la ville. Ouais. Puis là, tu chantes sous l'appellation d'un groupe à un certain moment RDPiseur. Ouais. Tu sais, je c'est pense ça. qu'il y a RDP Ouais. dedans. Est-ce que tu étais venu à connaître pas mal de monde de l'industrie de la musique dans l'est, Ben, le nord-est de la ville? De Saint-Léonard, j'ai déménagé à Rivière-des-Prairies. Ok, c'est ça. C'est parce que là, j'ai pas dit. Ouais. J'ai déménagé avant mon secondaire à RDP, puis j'ai fait mon secondaire à RDP. Donc, Louis Joe, non pas Louis Joe, Jean Groux. Jean Groux. Ah ouais, Ouais. t'étais à Jean Groux. Dans les années chaudes. Dans les années chaudes, que les gars venaient, ils tiraient, puis il y avait tout le temps des batailles. Rodolphe Forget, là, t'as connu. Ouais. Ah, Ouais, c'était très, 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 très chaud à l'époque. Donc, à ces époques-là aussi, parce que tu vas travailler longtemps avec lui plus tard, Pierson Vaval, Oui, Pierson Vaval, il était... également, est quand même... Souvent, oui, je le dis, ça, Pierson, je fais juste une petite parenthèse, Pierson Vaval avec équipe RDP, d'ailleurs, je fais partie d'équipe RDP, ça Ok. fait 10 ans, dans le conseil d'administration. Super. Puis, je l'ai déjà dit ça en conférence, si il y avait eu des équipes RDP dans le temps que moi, j'étais au secondaire, il y a probablement beaucoup de choses que j'aurais pas faites. Parce que l'équipe RDP, vraiment, avec les projets, les jeunes leaders et tout, Ouais, toutes ouais. les Les patrouilleurs de rue, pas tout seul, pas seulement ça, le sport.
sport. Le sport, comme je l'ai dit tout à l'heure. Équipe RDP offre vraiment beaucoup d'espace pour que les jeunes puissent... Le foot à l'époque, le flag football, le basket. Football, exactement. basket, mais ça occupe les jeunes. Donc, on a vu vraiment le travail que l'équipe RDP a fait dans le quartier, la diminution de la délinquance. Mais moi... Des intervenants comme McLean aussi, qui ont un peu le même parcours que vous. Exactement. J'allais dire vous, Spook. C'est ça. Le même parcours que vous, Spook. Non, mais c'est exactement ça. C'est tous ces gens-là qui sont des visages, qui sont des points de repère pour les jeunes aussi. Énormément. C'est ça. Fait que McLean, justement, bon, tellement impliqué aussi dans l'équipe RDP, Mathieu, il y a plein de gars là. Non, mais quand il travaille avec toi... Gilberson, tout ça. Mais quand il travaille avec toi, tu représentes vraiment, tu sais, cet artiste. Lorsque le rap n'était pas encore à la radio, il fallait faire les cassettes, aller, des mixtapes. T'as connu cette époque-là? J'ai connu cette époque-là. Le fait d'aujourd'hui, McLean, il travaille avec Spook. Mais Spook, l'artiste. Parce qu'il y a Spook par la suite. Il y a Spook adolescent qui se cherche, jeune adulte qui cherche. Mais il y a Spook l'artiste. Et il y a Spook lieutenant plus tard, hein, quand même. Et il y a Spook entrepreneur. Parce que tu as des entreprises également. Spook, là maintenant, la question que je viens de te poser, la réaction des intervenantes et intervenants de voir qui, tu sais, je travaille avec ce gars-là, quoi. McLean, quand il te parle, il y a sûrement tout un respect, il te regarde avec les grands yeux, ou bon, honnêtement, moi, je trouve que c'est on se parle comme on se parlait avant. Puis c'est ça que j'aime, puis c'est ça que j'ai besoin. Peu importe c'est quoi le métier qu'on pratique, c'est un métier. C'est une job. Il y en a qui se sentent plus valorisés par un métier ou d'autres, mais moi, je reviens à que c'est un métier. Est-ce que ça satisfait tes besoins? Je veux dire, au niveau financier, au niveau familial. Sinon, trouve quelque chose de mieux. Si oui, c'est juste un métier quand même. Donc, t'es pas un super-héros, t'es pas au-dessus de la population parce que t'es pompier ou parce que t'es médecin ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est mon attitude, c'est comme ça que je le suis. C'est pour ça que je joue pas à ça. Je joue pas à que je suis meilleur que toi. Mais, quand j'ai conversation avec les gens qui m'ont connu avant, je veux que ce soit naturel comme avant. Par contre, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est quand je me promène dans les hoods, quand je vais à Montréal-Nord, quand je vais dans le sable de Rivière, puis je vois les gars du hood qui sont encore dans le hood, puis les gars, ils me voient, ils me disent « Yo, Spook, man, yo, gros respect, man, t'es le seul gars du hood qui continue à représenter le hood, puis t'es sur la bonne voie maintenant, respect, t'as pas changé, man, t'es encore là, tu nous as pas oublié. » Ça, là, ça me fait vraiment chaud. Ça leur fait plaisir de voir, regarde Spook, tu sais, t'as ce costume de lieutenant que tu peux mettre, que tu pourrais mettre à toute entrevue. 100%. Mais en même temps, les gars, ça leur fait plaisir de voir Spook, gars du quartier, Spook le rappeur, ben, il a gardé, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est lieutenant, que parce qu'il passe à la télé, il va mettre la casquette différemment. Voilà. Il y a quelque chose de cool là-dedans. Ben, t'as pas peur de prendre tes chaînes, de les mettre, tout en sachant qu'il y a tes collègues là qui te regardent. Tout le temps. Et qui disent, c'est ça. Dans les pompiers de Montréal. C'est une gang des rues. C'est mon collègue officier, tu sais. Ben bon, intéressant, Spook. De voir que t'as pas changé, il y a cette humilité chez toi. Et là, maintenant, il y a la musique. Tu es dans la musique vers 92. Non. Et là, 90, 92, hein, à peu près dans ces années-là. Un petit peu plus tard que ça. Un peu plus tard que 80, ça. Mon premier, c'était 96, parce que 96. Tout de suite après mon secondaire 5. 5, ok. C'était ma première année. Ta première année. Bon, intéressant. Et là, maintenant, 10 ans après Spook, il y a quelque chose de malade là-dedans. Tu accèdes au service d'incendie de la ville de Montréal en 2008. Ça fait à peu près 13 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon Alberto Sillon? Est-ce que c'est papa qui a dit, regarde, petite, mon enfant, j'aime bien ta carrière musicale, mais tu sais, vous savez, chez les Sillons, on se doit de faire comme ça. Est-ce que c'est un mononcle? Est-ce que c'est un prof au secondaire? Est-ce que c'est une rencontre lors d'une activité caritative qui t'a dit, Monsieur Alberto, moi je vous verrais comme pompier? En fait, l'inspiration pour devenir pompier, en fait, le pourquoi que
j'ai décidé de changer, si tu veux, mon mode de vie, c'est parce que j'étais vraiment dans trop d'affaires chaudes. Puis, moi, je crois beaucoup, autant que je suis zéro religieux, mais je suis 100% spirituel. Puis je crois, il y a personne qui pourra enlever ma foi en Dieu. Peu importe qu'est-ce que la science ou les gens qui se sentent connaissants puissent dire, moi, j'ai une relation avec Dieu que je sais que... Qui était propre à toi. Qui est propre à moi. Ouais. Puis, j'étais dans des situations tellement exagérées, dignes du scénario de film, que je voyais pas la sortie. Je voyais pas comment j'allais finir vivant ou libre de ces situations-là. C'est soit je... À la pointelle? Ouais. OK. Donc, je faisais souvent appel à Dieu. Souvent, comme à chaque soir avant de me coucher, je me regardais dans le miroir. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais, mon Dieu, s'il vous plaît? Donc, comme dirait le jeune BDV, ouais, BDV, mon cher. Clairement. Fait que là, on est là, puis je me répète tout le temps, puis je faisais tout le temps cette demande-là avec conviction. Mon Dieu, si tu m'aides, si tu me sors de là, si tu me sors de cette merde-là, je te garantis que je vais être quelqu'un d'autre après. Puis, effectivement, Dieu a agi sur les gens autour de moi et sur moi. Il est arrivé des choses que c'est inexplicable, que c'est pas l'œuvre de l'homme. Là. C'est vraiment des choses qui ont été contrôlées puis par une force du cosmos. Il y en a qui croient qu'on le croit. C'est ça. Qu'on le croit ou qu'on le croit pas. Il y a de l'énergie, on dégage de l'énergie et le cosmos dégage de l'énergie. Puis on dit que l'Artibonite, c'est une zone très spirituelle où en faisant des demandes, on est capable de les exaucer. C'est ça, exact. Donc, tu as fait appel à ça un peu, sûrement. Exact. Puis pas une fois, pas deux fois, mais pendant base régulière à tous les jours, pendant des 6 par un an. Est-ce que tu as vu poindre la lumière? Est-ce que tu as vu cette lumière? Honnêtement, quand les choses se manifestent devant toi, tu sais pas que c'est ça. OK, cool, intéressant. Les choses se sont manifestées, puis t'avais toujours pas compris. Il a fallu comme deux, trois avertissements pour que OK, c'est ça là. OK. Puis les choses ont super bien été pour moi. C'est là que j'ai réalisé que c'est des bons dieux qui a fait ça pour moi. Ton grand frère, une cousine, est-ce qu'ils t'ont donné un coup de pouce? Est-ce que tu as fait appel à ces derniers? Des fois, on veut se sortir, hein? Peut-être les jeunes qui nous écoutent, ils aimeraient se sortir de ce marasme, de ce tourbillon, ce cycle de violence. On voit beaucoup de jeunes ces derniers temps qui tombent au combat. Est-ce que tu as eu cette opportunité de pouvoir faire appel à un OG, à un vétéran, à un grand frère qui t'as un peu orienté, dit... Mais en fait, le problème, c'est que notre société valorise le mal. On glorifie le mal. Donc, si j'en parlais à un ami, si j'en parlais à mon frère, c'est ce que la société le présente qui m'aurait dit, ben non, mon cher, c'est un bon deal, ça. Tu vas faire un dernier cop, bien, tu comprends? Mais non, t'as besoin de ça, tu le gardes, tu comprends? Fait que c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on vit dans une société qui glorifie le mal. Fait que ce que j'aurais eu comme réponse d'eux, c'était pas ça qu'il me fallait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je voyais pas nécessairement à qui je pouvais détourner. Même mes amis, eux, ils voyaient les affaires qui m'arrivaient. C'était comme, yeah, yo, tu l'as échappé belle. Non, man, c'est pire que ça. Tu comprends? Failli mourir, je sais pas, ouais. C'est ça, fait que... Mais c'est de la société qui nous construit comme ça. Ouais. Donc, c'est pas... Chez personne... qui me retournait, vers personne me retournait, c'est vraiment vers pour moi, le cosmos. Et ça a porté fruit. Puis, une fois que j'ai senti faire ta demande au SRAM, Service Régional d'Admission de la Métropole, je veux dire, partir d'un extrême à l'autre, là, en quelque sorte. À quel moment, est-ce que c'est un moment tu as vu l'ange Gabriel se pointer? Pourquoi le pompier, c'est que dans le temps, que j'étais encore dans les affaires chaudes. J'étais sur le coin de la rue, puis il y a un jeune, Galacha, son nom d'ailleurs. Galacha Méville. Je sais pas ce qu'on entend. Oui, c'est ça. Bon, Galacha. Je suis souvent là, entrepreneur impliqué dans l'industrie des restaurations, des bars. Exactement. Puis à chaque fois que je le vois, je lui dis, mon inspiration, c'est ça. Puis il était sur le coin de la rue, on est sur le coin de la rue, il passe,
il dit, il connaissait un de mes amis, Astrel. OK, oui. Astrel Bédard. Bon, il était sur le coin de la rue, il dit, il est en train de parler à Astrel. Astrel, il porte des lunettes. Ouais, exact. Il vient voir Astrel, il dit, je me suis inscrit, je vais m'inscrire à l'école de pompiers. Moi, je savais même pas c'était quoi. Là, j'entends dire ça. Je dis, l'école de pompiers. L'école de pompiers. Il me dit, ouais, ça s'appelle l'IPI. Déjà, cette information ne s'était pas rendue à tes oreilles depuis, là. Moi, je connaissais même pas le cheminement. Là, il me dit, c'est l'IPIC et tout ça, je vais m'inscrire, tout ça. Je dis, bonne chance. That's it. C'est des années plus tard. On parle d'années plus tard, là, que finalement, quand que justement, je suis arrivé à la croisée des chemins, si on veut, où ce qu'il fallait que je trouve quelque chose, une job que j'aurais pu faire pour la ce que Galacha m'avait dit, là, 3-4 ans avant, me revient à la tête. Dit, pompier, peut-être je pourrais faire ça. Parce que je cherchais quelque chose qui collait à mes valeurs. Je suis quelqu'un qui aime aider, qui est là pour ses amis, puis qui a de l'énergie. Il a de l'énergie. J'aime le physique, j'aime les challenges. J'aime être en groupe. C'est pour ça que j'étais dans des gangs, c'est pour ça que je suis dans Hilarious Math Riders, c'est pour ça que je suis dans plein de groupes, parce que je suis un gars qui aime être en groupe. Donc, ça correspondait à mes valeurs. Donc, c'est pour ça que j'ai été, sous l'inspiration de qu'est-ce que Galacha m'avais dit, j'étais m'inscrire à l'école. Puis je connaissais rien. Même quand je me suis inscrit à l'école, j'ai juste écrit école pompier. Puis c'est pas l'EPIC qui est sorti en premier, c'est l'académie, fait que je me suis inscrit là. Donc je savais même pas qu'il y avait une différence entre les écoles. Et lorsque tu gradues, n'est-ce pas, en 2008, en 96, tu chantais, mais en 90, 92, le premier pompier, Monsieur Shelton, David Shelton, et rentrait au service des incendies à Montréal, de protection des incendies. D'ailleurs, j'aimerais juste souligner que David Shelton, c'était le premier pompier noir de l'agglomération de Montréal. C'est Pointe-Claire, il était, je pense. Pointe-Claire, et ensuite, quand ça s'est fusionné. Puis, il a fait un travail incroyable. Puis moi, dès mon entrée en service, j'ai voulu aller le rencontrer. J'ai été le rencontrer pour parler. Parce qu'il vient de Detroit. Il vient de Detroit, c'est comme intéressant, ça. Très intéressant. Puis lui, maintenant, il est devenu chef avant de terminer. Là, il vient de prendre sa retraite la semaine dernière. Non! Ouais, donc, bonne retraite, Dave Shelton. C'est mon chef. Chef David Shelton, on vous souhaite une superbe retraite méritée. Sachez que Coconut Podcast, on va venir vous voir, on va faire une demande d'entrevue. Even if it has to be in English, on va le faire bilingual, je trouve, parler français. Il parle très bien français. Chef Shelton. Gentleman. Super bonne retraite, monsieur. Incroyable. Alors là, toi, tu rentres en 2008 et tu vas être pris un peu sous la houlette, la houle de monsieur Shelton. Tu vas aller le rencontrer, il va te donner quelques conseils. La plus grande difficulté que tu as rencontrée dans le milieu depuis ton accession. Mais en fait, tu vois, Dave Shelton, c'est un gentleman. Puis nous, on travaille ensemble sur justement l'attraction de la diversité dans le service pour attirer plus de femmes puis plus de minorités visibles. Donc, c'est un combat parce que la majorité des pompiers, c'est des hommes blancs. Donc, ils ne sont pas nécessairement enchantés par cette idée-là de voir de la diversité s'introduire. C'est sûr, c'est une question d'éducation et aussi de génération. Les pompiers plus jeunes, pour eux, c'est chose normale. C'est la justice. Mais pour les plus vieux, c'est quelque chose d'un peu plus difficile. Ils ont l'impression qu'on leur enlève leurs privilèges, alors qu'on veut juste donner un peu plus de justice à ceux qui n'en ont pas. Mais ça passe pas tout le temps. Puis Dave, c'est un gentleman. Moi, je suis un militant, je suis un warrior. Dave, on aime se dire tout le temps, Dave, c'est Martin Luther King. Moi, c'est Malcolm X. Lui, c'est Toussaint Louverture. Moi, je suis Dessalines. Moi, je suis plus comme, à la guerre, let's go, on y va, on fait tout ce qu'il faut. Monter au front, exact. Puis on aime tout le temps se dire que on a toujours eu besoin de nous deux dans le service parce que il faut les deux. Il faut les deux dans un combat. Puis là, maintenant qu'il est parti, ouais, mais là, t'es pas tout seul. Je suis pas tout seul, on a une équipe, là. Une vingtaine, là. Ouais. Au service de police, c'est un service d'incendie de la ville de Montréal. Vous êtes une vingtaine, quand même. Mais lorsque tu rentres... Quand je rentre, je suis le 8e. T'es le 8e. Le gars avant moi, Gardi, il vient me voir, il me serre la main, il me dit « Félicitations, t'es le 8e. » Oh, man, 8. Sur quoi? 2400? Sur 2400, 8 blacks. Alors qu'on est à Montréal, là. Montréal, où il y a une très forte population noire, là.
Et donc, je décide tout de suite de m'attaquer à ce problème-là. Je me dis, c'est pas possible, faut faire de quoi. Et c'est pour ça que j'ai été rencontrer David Shelton, parce que lui, c'était le premier pompier noir. Je lui ai demandé c'est quoi l'évolution, c'est quoi qui se fait pour changer les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble de fil en aiguille. Puis maintenant, on est près d'une vingtaine de noirs. Donc, en 13 ans, il y a eu un très, très gros progrès. Donc, il n'y a pas juste les Noirs, il y a aussi des Arabes qui sont rentrés, des Asiatiques qui sont rentrés. Donc, là, on a vraiment plus que triplé le nombre de minorités visibles dans le service à l'intérieur de 10 ans, je te dirais. Parce qu'on sait dans le travail que tu avais commencé à faire avec M. Shelton, que tu poursuis toujours avec une panoplie de coéquipiers issus de la diversité. Vous aviez comme mission, tu avais cette mission, entre autres, d'attirer entre autres des gens de la diversité, mais également des femmes issues de la diversité. 100%. On se rappellera dans le journal Le Métro, ce quotidien, on apprenait qu'il y avait une première aspirante pompière, Madame Dumouchel. Ouais, à Montréal, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est toujours, parce que bon, selon nos recherches, on n'a pas pu savoir est-ce qu'elle avait complété sa formation. Est-ce que cette prise de votre groupe, est-ce que ça l'a abouti finalement? On aimerait t'entendre là-dessus. Non, elle a réorienté sa carrière, mais il faut comprendre que c'est un milieu qui est quand même, c'est difficile au niveau de la performance, au niveau c'est pas facile de rentrer comme on pense. Puis surtout si on est peut-être une des rares femmes. Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est ça. L'intégration a encore du chemin à faire. Ça, on peut pas le nier. Je crois que plus qu'il va y avoir de différents, moins que la différence va être percevable. Donc, on est encore à l'étape où il faut faire comprendre aux autres que l'importance d'intégrer la diversité dans leurs habitudes, dans leur langage. Parce que je crois qu'on est encore... c'est tout comme le milieu de la construction. C'est un petit peu arriéré souvent dans des commentaires qui se lâchent. Faut pas oublier qu'on est tout le temps ensemble. À force de se tenir ensemble, on oublie qu'on est au travail. Mais de plus en plus, même dans la construction, moi j'enseigne également en formation professionnelle, de plus en plus on voit des femmes accéder à des corps de métier qui n'étaient non traditionnels. Et aujourd'hui, pas mal de gars qui sont obligés de réajuster leur discours à l'intérieur du milieu de travail, là. Entre autres également lorsqu'ils reçoivent des gens issus de la diversité, certains propos qui pouvaient être acceptés. Aujourd'hui, il y a quand même une manière de fonctionner et aujourd'hui, ça passe plus. C'est quelque chose qui est normal. C'est normal que certains commentaires n'ont plus leur place. Donc, on peut pas faire subir des préjudices à un groupe juste parce que nous, on se sent la majorité. Donc, ce milieu qui est quand même, comme la construction, on pourrait demander aux premières femmes en construction comment qu'elles ont vécu ça, aux premières femmes qui travaillent pour, je sais pas, Hydro-Québec, des monteuses de ligne, des chauffeurs d'autobus, les premières femmes chauffeurs, tout ça. Donc, dans tous les milieux, je suis certain, si on demande aux premières femmes qui vont rentrer dans ces milieux-là comment c'était, ils vont dire c'était l'enfer. Donc, ça, c'est pas juste dans l'emploi, c'est dès l'école. Moi, en tant que noir, à l'école, souvent, j'étais prêt à jeter les gunbox, puis let's go. Ton commentaire de racisme que tu viens de dire, mon gars vient me le dire dans le parking après l'école. C'est arrivé quelquefois. Mais est-ce que cette attitude, le fait que tu as connu un monde un peu rock and roll, fait en sorte que quand tu arrives là, des histoires, on en a entendu, quand tu arrives là en tant que noir, tu as une chevelure un peu à la Bob Marley qui, à une certaine époque, il y avait certains préjugés, qu'on dirait. Est-ce que cette attitude du rappeur un peu, tu sais, qui n'a pas peur dans des cours de récréation, est-ce que ça t'a permis de te faire respecter à un certain niveau? Ils se sont essayés à un moment donné, puis tu sais, t'as découragé de faire des petites jambettes, puis finalement, ils ont bien vu, c'est un spécial, lui-là, on va pas s'attaquer à lui, parce que t'as su te faire respecter par la qualité de ton travail, la qualité de tes rapports, ton assiduité au boulot. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, je vis d'un milieu où si tu as quelque chose à me dire, tu me le dis de ma face, puis si on doit se battre, on va se battre. Puis après, c'est fini. Mais je te remets à ta place, puis let's go. Puis je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds, tout ça. Ma première année de probation, je me fais mettre un peu la gueule, j'ai laissé certains commentaires, mais quand même,
j'intervenais quand c'était le temps d'intervenir, quand ça dépassait les bornes. Mais ensuite, j'étais arrivé avec l'attitude où j'en laisse plus passer. Des commentaires racistes, sexistes devant moi. En as-tu déjà eu? Souvent. Pendant que t'es à Caserne? Oui, ça, c'est comme chose on sait que t'étais dans Saint-Michel, puis aujourd'hui, t'es lieutenant dans Montréal-Nord. Ouais. Mais dans Saint-Michel, est-ce que t'en as eu des fois, là, des commentaires en haine? Peut-être pas le mot nègre en tant que tel, mais des micro-agressions, ça, c'est tous les jours. Puis c'est pas juste dans le milieu de pompiers, c'est dans tous les jobs. ton lunch ou... peut-être pas là, non, mais on passe le matin, on te salue pas, genre. Non. Pas jusque-là, parce que je crois que j'ose espérer, surtout sur mes équipes de travail, j'ai aucun problème, parce que souvent, c'est ceux qui te connaissent pas. Ah, j'ai entendu dire que c'est un si, lui, tu vas voir. Puis tu demandes, tu le connais-tu? Non, mais j'ai entendu dire à ce qui paraît. À ce qui paraît. Mais ceux qui travaillent avec moi, ils savent comment je suis. Donc, sur mon équipe de travail, il n'y a pas ça. Okay. Mais c'est sûr que il y en a qui vont avoir leurs idées, puis ils vont garder ça pour eux. Ils t'ont laissé graduer? Ils t'ont donné le diplôme avec tes dreads? Non, j'avais coupé mes cheveux. C'est pas parce que je devais, c'est parce que j'ai pas pris de chance. J'ai pas pris de chance. Est-ce que c'est un petit conseil de maman venant des Gonaïves qui dit, regarde, 100%. OK. 100%. Fait que, moi, sachant que c'est un milieu quand même assez fermé, où il n'y a pas beaucoup de minorités visibles, pas beaucoup de noirs, je me suis dit, regarde, je vais pas donner la chance à celui ou celle qui me passe l'entrevue de prendre ça contre moi. Contre toi. Fait que si c'est ça qu'il faut, des cheveux, ça repousse, c'est pas grave. Puis, ben là, quand ils ont vu, on embarque, nous autres, coconotes. Mais là, ils voient tes cheveux. Maintenant. T'as gradué. Ouais. Tu travailles, t'es embauché, t'as signé ton contrat, tu sais, je veux dire. Puis là, ils voient tes cheveux qui commencent à pousser. Des petits spikes. Oh mon Dieu, une gang de rue! Ah, ouais, il est en train de rentrer dans une gang de rue? Puis là, tu pars les Hilarious Riders. On va terminer l'entrevue avec ça dans quelques instants. Et là, ils te voient, t'embarques sur des motos, t'as tes frocs de cuir, puis... Là, ils ont dit, mais quoi ce moineau-là? Est-ce que t'as vu un peu un changement d'attitude ou ils ont juste compris que, regarde, lui, là, il sait ce qu'il fait, il travaille pour les jeunes, il veut donner ce modèle en quelque sorte? Non, mais j'aurais aimé qu'ils voient ce côté-là comme ça, tu vois. Mais c'était tellement une question de perception. Il est arrivé beaucoup de choses dues à la mauvaise perception, justement, de l'homme blanc. Puis le milieu de pompiers, c'est ça. Puis, tu sais, je peux faire le lien, par exemple, si tu veux, avec Hilarious Riders. C'est qu'il y a, en 2017, on a fait un vidéoclip qui s'appelle Squad Up. Puis dans cette vidéo-là, on montre qu'est-ce qu'on fait, nos bonnes œuvres, les missions humanitaires qu'on fait, puis tout ce qu'on dit est positif. Il n'y a pas de filles. Non, il n'y a pas il n'y a pas de gestes sexuels. Vous passez vos samedis après-midi dans un cégep à faire des conférences. Exactement. Regardez, là. Puis à un certain point dans la vidéo, je dis, la police peut nous suivre, on est toujours legit. Donc, on est toujours légal. On n'est pas des délinquants. Et lorsque je dis ça, je montre ma badge dans la vidéo. À cause de ça, il y a des pompiers qui se sont plaints au syndicat. Non. Ouais. Ils ont appelé le syndicat pour dire, hey, c'est quoi cette affaire-là? Tabarnak, ce gars-là, il est avec une gang de rue. Le syndicat m'appelle. Mon représentant syndical, il m'appelle, il me dit, Alberto... celui qui est là pour te défendre. Celui qui est là pour me défendre. Mais j'ai jamais entendu, lorsque lui entend que le monde parle en mal de moi, il m'a jamais appelé pour savoir, hey, ça va-tu bien, comment va ton moral, j'ai entendu dire les affaires sur ton dos, ça va-tu en caserne, nanana. Il m'a jamais appelé pour ça, mais pour ça, il m'appelle pour dire, ouais, il y a des gars qui sont pas contents, nanana. Puis je suis sûr, ça va leur faire chier d'entendre ça, s'ils vont l'écouter, ça va les déranger, ça. Mais c'est la réalité. Je vais pas mentir pour quelque chose qui est arrivé pour de vrai. Il m'appelle, puis il me dit, ouais, il y a eu des plaintes. Je dis, plaintes de quoi? C'est quelque chose que je fais dans ma vie personnelle, ça n'a rien à voir avec le métier. Ouais, mais tu montes ta badge, puis c'est quoi? De quoi tu parles? Il faudrait peut-être que tu l'enlèves, la vidéo, tout ça. On comprend pas ce que vous dites. Vous êtes toute une gang. Une gang de quoi? Je dis, mais là, on comprend pas ce que vous dites. Là, ça parle en anglais. Je dis, non, c'est en français que je rappe. T'as-tu écouté? Parce que pour toi, tu vois plein de noirs dans une vidéo. C'est une gang de rue. Non, mais c'est des gens, tu sais, c'est quand même dans la crème de la société. Là, on parle de pompiers ayant un respect. Ouais. Moi, je tombe des de savoir qu'il peut y avoir un langage. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'à la fin, moi, je contacte les ressources humaines, je les mets au courant de la situation que le syndicat m'a appelé pour ça. Puis je leur envoie la vidéo, puis je leur montre la séquence dont ils parlent. Puis ils me disent, non, c'est très correct, la vidéo est très positive, continue ton beau travail, Alberto. Ça finit comme ça. Donc ça, c'est vraiment comme une question de perception. En fait, quand ils me voient arriver comme pompier avec des dreads, peut-être la plupart d'entre eux vont avoir des idées, mais moi, ça ne me touche absolument pas.
Puis C'est quand tu es sur le terrain, là, C'est puis ça. tu montes ton échelle, puis tu vas Exactement. sauver une citoyenne ou un Ça part citoyen, rapport. puis t'épaules un autre de tes camarades, Exact. parce que vous êtes une fraternité. On est une là. fraternité. Donc, il n'y a pas, mon ami, Ouais. il doit avoir un peau noire. C'est Si ça. tu as besoin de moi dans l'incendie, Ouais. Tu tombes, on tombe. mais là, Mais tu vois, ouais, par vas-y. rapport à ça, moi, tu sais, en m'impliquant et en voulant changer, justement, amener plus de diversité dans le service, ça a amené beaucoup d'hostilité. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire, il y a des changements de culture qu'on doit faire, il y a des formations qui doivent être faites. Est-ce qu'on risque de te voir en politique? Est-ce que, ça a passé proche Ça a dernièrement. passé proche. mais- Moi, je ça vais a pas passé dire, proche mais dernièrement, il y a mais- sûrement des équipes qui t'ont approché. Ouais, mais j'ai... De voir comment que M. Will Prosper Ouais. a été traité. On a été rechercher des trucs dans son passé d'il y a plus ça. de combien de décennies. Mais c'est ça qui me décourage aussi en grande partie, parce que moi, si j'étais à la place de Will Prosper, je m'aurais fait lapider. Il y a 1 million de choses que tu pourrais sortir contre moi. Donc, c'est pas quelque chose autant que oui, je serais intéressé, mais je vois que maintenant, aujourd'hui, la politique, c'est la politique sale qui se fait comme... C'est pas la politique sale, mais plutôt c'est les campagnes sales. Donc, ça m'intéresse pas vraiment de faire semblant. Puis je sais pas si les gens acceptent encore la rédemption. Est-ce que la population en général accepte la rédemption? Ben là, la réinsertion, On le dit, sur papier, on le dit. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce que c'est vraiment comme ça? Tu comprends? Quelqu'un qui a commis certaines erreurs Voilà. il y a 4 décennies, on investit tellement d'argent dans la réinsertion sociale, Mais quand il fait quelque chose, même quand il s'est repenti, qu'il travaille pour des œuvres de charité pendant les 40 dernières années, si on se doit de l'attaquer, on va puiser dans ce qu'il avait fait les 10-15 premières années Exactement, de sa vie c'est ça. pour le déstabiliser. Ça c'est ça. peut être Puis un bémol. C'est pour 2 fois j'ai été approché déjà par différents partis politiques pour pouvoir m'impliquer en politique. Puis la dernière fois, ça a vraiment passé proche. Puis ça a bien donné que j'ai laissé tomber. Mais je veux juste faire une parenthèse par rapport au métier de pompier puis toute l'hostilité qui peut arriver. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a des gens qui sont des sympathisants à la cause noire. Puis dans tous les milieux, il va en avoir, dans tous les milieux de travail. Puis il faut s'entourer de ces gens-là. Puis aujourd'hui, moi, je suis bien entouré. Je suis entouré dans une caserne. Sur mon équipe, ce sont, des vrais humains. Ce ne sont pas des gens ce sont pas des créatures de TVA. Ce sont des gens qui sont conscients des injustices et conscients des changements qui doivent être faits. Donc, j'ai une équipe aujourd'hui, le 17-2 d'ailleurs, guys, je sais que vous allez écouter, ils écoutent tout le temps. Le 17-2, pour moi, c'est, j'ai l'impression d'avoir une armée qui pense comme moi. Même si ils peuvent pas dire qu'ils comprennent, mais au moins, ils sont dans cette optique-là d'avoir... Mais surtout si tu te retrouves dans Montréal-Nord avec tous ces défis qui se posent à Montréal-Nord. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas pro-diversité, qui n'est pas axé, qui base pas sa pensée sur l'ouverture d'esprit. C'est ça. Change de quartier, travailler dans une autre caserne, un autre poste, une autre école, parce que ce monde-là a besoin de se sentir aimé, de se sentir valorisé et surtout de se retrouver parmi les différents corps de métier également. Là. Mais les personnes que j'ai comme amis, j'en ai des amis dans le service, ils sont peut-être pas autant nombreux parce que pour moi, quand j'entends « moi je suis pas raciste », ça m'impressionne pas. C'est pas assez pour être mon ami. C'est tes actions qui mes amis blancs, ce sont des antiracistes. Oui, voilà. Eux, c'est mes amis. Des antiracistes. Parce que c'est rien de dire, oh, moi, je suis pas pédophile. Puis tu regardes un enfant se faire violer devant. Mais moi, ça me concerne pas. Je suis pas pédophile. Ça passe pas. Fait que le racisme, c'est pareil. Tu peux pas dire, oh, moi, je suis pas raciste. Mais tous les jours, tu vois des choses, des injustices devant toi. Puis tu fais rien. Parce que tu te dis pas raciste. C'est peut-être toi qui devrais aller voir le boss, dire, hey, je viens d'avoir une situation comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, mes amis blancs, moi, c'est des antiracistes. Et pour que tu puisses accéder, parce qu'on commence en tant que pompier, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu es officier. Oui. Ça, c'est souvent des postes, c'est des examens. On est nommé pour en fait, il faut faire des examens. On fait des examens. On fait des examens, puis ensuite, tu montes. Tu passes, voilà. Tu passes un peu le processus. Ouais.
C'est un long As-tu processus. avoir quelques amis, là, quand même, dans le processus ou des gens qui voyaient ton travail d'une autre lunette à travers une autre lunette, puisque pour aujourd'hui, être à la tête d'un je vais le dire, D'un groupe, un d'un bataillon de Ouais. pompiers, là, Ouais. pour mettre ça encore plus beau, c'est quelque chose, tu sais. Une chance que tu es dans Montréal-Nord, parce que, bon, tu dis que tu as une équipe fabuleuse, mais est-ce que ça aurait été la même réceptivité si tu aurais été peut-être dans une caserne qui n'a pas... qui n'est pas habituée avec la diversité? Est-ce que tu penses qu'ils auraient juste pas eu le choix de respecter la hiérarchie? Ou, hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Moi, je respecte pas ses ordres, là. Ouais. Mais en fait, oui. Au niveau de respecter la hiérarchie, obligatoirement, oui, il l'aurait fait. Mais est-ce que la relation dans la caserne aurait été bonne? Ça, peut-être que ce serait différent. Puis pour avoir fait d'autres casernes, d'autres équipes, j'étais lieutenant sur d'autres équipes aussi auparavant. Puis c'est effectivement, comme tu dis, c'est pas pareil. Ça dépend vraiment des individus de l'équipe. Où est-ce qu'ils sont rendus dans leur ouverture d'esprit? Qu'est-ce qu'ils comprennent de c'est quoi l'injustice? Qu'est-ce qu'ils comprennent de qu'est-ce que c'est d'être noir? Qu'est-ce qu'ils comprennent c'est quoi d'être noir dans un service où il n'y en a pas beaucoup? Donc, ça va changer. Mais si je dis, ben, on fait ça, c'est ce que je donne comme directive pour une intervention, par exemple. Ils vont pas contredire ça. Mais est-ce que je vais être apprécié au sein du groupe? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Un gros incendie, on fait appel à différents postes de pompiers, là. Puis là, t'arrives, faut qu'on l'explique. Les pompiers qui ne sont pas officiers ont le casque jaune. Et là, toi, tu arrives avec ton casque rouge. Ouais. Tu es officier, monsieur lieutenant Sillon. Ouais. Et là, il y a d'autres casernes, je sais pas si vous connaissez tous, là, des parties de Noël, peut-être, là. Puis là, il faut arriver un noir avec un casque rouge. Oh, mais tabarnak. La réaction. On lui a donné la job. Il a pas passé, on lui a donné. T'as déjà... Ben oui, c'est sûr d'attendre ça tout le temps. Moi, j'avais même pas encore fait mes examens de lieutenant parce que c'est un long processus quand même, là. J'avais même pas fait mes examens, puis il y en a qui disaient, oh, on sait bien, Alberto, il va réussir, c'est un noir. En plus, c'est tes chums, ils peuvent te dire, tu sais. Ouais. Ouais. Mais le fait de voir aujourd'hui, tu dis, je sais pas comment ça marche, là. Est-ce qu'un lieutenant d'une caserne peut quand même orienter d'autres pompiers d'une autre caserne? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Sur un feu, je peux avoir... Ouais, mais là, il faut... OK, les gars, on pogne ça, on prend ça, OK, on monte par là. Ouais, mais mais qu'est-ce qui est le bon dans le métier de pompier, c'est que quand on est en intervention, on est en intervention. OK, ça, c'est cool. Il y a pas de différence. On est en intervention. Okay. C'est après qu'on sort puis qu'on Comme les va à êtres caserne. humains, c'est une grande Exactement. famille, C'est là. ça. Exact. Hein? Quand c'est le temps de travailler, c'est pas, bon. il y a Je suis content d'entendre il y a plus ça. de différence. Là-dessus, c'est très, 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 très clair. Lieutenant Sillon, on est Voilà. content d'entendre ça en tant que citoyen, citoyenne, là. C'est-à-dire, sur le terrain. Le terrain, Ouais, c'est là, ça. hein? Même sur les appels premiers répondants, les gars, même si que le gars est raciste ou bien qu'il y a des préjugés, il va faire son intervention professionnellement. Il va intervenir envers la madame noire ou envers l'asiatique Ouais. de façon professionnelle. Okay, Ça, c'est sans aucun doute. Mais peut-être après, dans le camion, il va dire « Qu'est-ce que t'as-tu senti chez eux? Hey, ça sentait pas le Québec! » Oh my God! OK. Bon, ça, c'est ça au niveau de l'éducation personnelle de chacun. Ça reste des êtres humains. Mais on est content de savoir qu'en intervention... En intervention, il n'y en a pas de différence. Ça, c'est bien. Puis je pense que c'est ça qui est magnifique dans Qui est notre job. magnifique. Ouais. Pour terminer, tu as ce côté où ce que tu t'impliques pour des causes sociales dans ton milieu de travail, mais également, de plus en plus, on te voit, mais au devant de la scène, au Gala Dynastie, le mois de l'histoire des Noirs, qui vont faire des portraits incroyables de toi-même. Tout récemment, Tiffany Callender, elle va faire appel à tes services. Oui, tu as le 1er août été, dernier. mais oui, porte-parole de La journée de l'émancipation. Oui, tout à fait. Écoute, comme on disait en début d'entrevue, le forum socio-économique pour la jeunesse, équipe RDP, Pierson Vaval, Kakou, je pense ces trucs. Ouais. Tu
tu es le grand conférencier. Quand tu débarques là, on voit un peu tes associés dans Hilarious Rider également. Oui. Où est-ce que vous allez parler aux jeunes pour un peu partager le parcours qui a été le vôtre afin de les inspirer. La réaction de madame et de maman, la famille de papa, lorsqu'ils voient que les amis, Alberto, qui a fait tout ça, même le pasteur, le prêtre à l'église, là, quand il te revoit, les madames, les mères, les sœurs, qu'on appelle les sœurs religieuses, là, c'est drôle, hein? Je t'ai vu dans le journal, tu fais des conférences. Tu sais, comme, leur réaction, moi, c'est comme ça, j'aimerais, parce que c'est quelque chose de magnifique, que tu sois porte-parole pour Emancipation Day, que le jour de l'émancipation, que tu sois à Gala Dynastie, mois de l'histoire des Noirs, en tant que, tu vois, porte-parole, personnalité, la réaction de ta famille, quand tu vois ça. Mais honnêtement, faudrait leur demander, mais tout ce que je sais, c'est que quand je suis voulu devenir pompier, puis j'avais dit ça à mon père au départ, puis il m'a dit, mon cher, sois bien dit-on là. Il me dit, pourquoi tu vas aller aider des gens qui s'en foutent de toi? Il avait raison, lui, il passait au niveau raciste, au niveau tout ça. Il dit, tu vas aller dans parce qu'il l'avait vécu dans les années. Exactement, c'est ça. Tu vas aller aider des gens, tu vas aller aider des gens qui veulent pas te voir. Quand tu gradues en 2008, ça réaction? Quand je gradue en 2008, il est super content, il vient à ma graduation et tout ça, mais c'est quand je deviens lieutenant, il est invité dans le quartier général, dans le bureau secret. Mon fils! Mon fils! C'est mon fils! Il prend les photos avec le directeur et tout ça. Les garçons, oui. C'est bon, ça. Oui, je vois ce côté-là, c'est qu'il y a vraiment une fierté de tout ça, mais ça n'enlève pas mon côté téméraire que pompier, pour moi, je reviens encore une fois, c'est une super bonne job, mais c'est une job. Moi, qu'est-ce qui me valorise, qu'est-ce qui fait que je suis fier de moi, c'est mon implication sociale. La job me permet d'avoir d'implication sociale, tant mieux. Mais c'est pas ça qui me valorise. Ce qui me valorise, c'est ce que je fais dans la société. Tout comme, peu importe que ce soit avec... on a fait la statue de Toussaint Louverture, on a ramassé de l'argent dans la communauté haïtienne pour pouvoir faire ça. Vous avez participé à des manifestations pour que les jeunes noirs, professionnels ou autres, puissent avoir le droit de se promener avec des voitures de luxe également. Ça, c'est intéressant. Exactement. C'est toutes ces choses-là, pour moi, qui me fait sentir comme valorisé. Puis, j'ai trouvé tout ça chez la famille de Hilarious Riders. Parce que, tu vois, au départ, moi, je suis pas un fondateur des Riders. J'ai été contacté dans les débuts pour fonder Hilarious Riders. Mais à l'époque, j'étais vraiment trop dans le show. Puis Hilarious Riders avait déjà une vision clean. Comme on est des professionnels, on fait pas des affaires croches. Puis moi, j'étais pas encore dans ce niveau-là de la vie. Donc, pour que les gens savent, c'est que vous vous promenez à moto. Ouais, on est un club de moto qui font beaucoup d'œuvres caritatives, qui sont très impliqués. Depuis 99, ce club-là de moto existe. Puis, on fait des missions humanitaires, on distribue de la nourriture durant le temps des fêtes, des jouets aux enfants, un paquet de choses. On fait du mentorat avec les jeunes. Donc, au départ, quand que le club se formait, James, qui est le fondateur, le président d'ailleurs, est venu m'approcher. Puis il m'a dit, ouais, vu que je faisais déjà de la moto à l'époque, on fait un club de moto, puis nanana. Moi, je me disais, ces gars-là sont trop legit pour moi. Moi, j'étais encore dans mon époque show, là, tu comprends, peut-être folle, là, tu sais. Fait que j'ai pas rentré dans le club. Mais une fois que ma vie a changé, parce que c'était mon tour de respecter ma partie du pacte, là, tout ce qu'il faisait tout ce que le club Hilarious Riders faisait commençait à faire du sens à mes yeux. Donc, je suis revenu à la charge. Puis là, aujourd'hui, j'occupe le rôle de shérif au sein du club. Donc, on a vraiment... Donc, un peu le whip. Ouais, c'est ça. S'occupe un peu de la discipline. La discipline, excellent. Puis pour terminer, il y a deux questions. Tu as longtemps milité pour qu'il y ait un changement au sein du service de protection d'incendie. Comment vous le dites? Service d'incendie de Montréal. Service d'incendie de Montréal. Ouais. Mais tu as également milité pour qu'il y ait plus de femmes. 100%. On sait qu'aujourd'hui, tu nous corriges, dans les cadres, on retrouve une directrice adjointe qui est une femme aujourd'hui. Tout à fait. Ta réaction de voir que le travail pour ouvrir les portes, c'est fait, entre autres, pour les communautés noires, mais également
ta satisfaction de voir que, OK, le service est vraiment en train de changer, là. 100%. Parce que même au niveau des cadres, on trouve des Noirs, mais on retrouve de plus en plus de femmes. On t'écoute là-dessus? 100%. Écoute, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que le travail qu'on fait, c'est pas en vain. D'ailleurs, justement, par rapport à le dossier des femmes dans le service, je travaille avec Annick Saint-Pierre, qui était mon enseignante et qui est devenue ma partner et ensuite ma sœur. Ma sœur from a different mother with a different color. Okay. Intéressant, bien dit. Fait que on travaille vraiment très fort là-dessus, puis voir que ce travail-là aujourd'hui est en train de porter fruit parce qu'on fait un événement qui s'appelle Les filles ont le feu sacré. On fait ça annuellement. C'est une journée de try-out, si on veut, qu'on fait des ateliers, des simulations d'intervention de pompiers, puis que c'est juste vraiment pour les femmes seulement, des filles de 14 à 35 ans. C'est gratuit, on faisait ça annuellement. C'est à l'IPIC, à Montmorency, dans le fond, c'est dans le complexe de sécurité et incendie. Puis ils voient vraiment c'est quoi le métier, ils montent dans les échelles, fait des recherches dans la fumée. Quand tes supérieurs voient que tu pars des initiatives de la sorte, ils doivent être fiers quand même. Écoute, j'imagine que c'est utile pour eux. Ben, je sais pas. Pour la collectivité, on va rajouter. Le travail qu'on fait est utile. Utile. Super. Donc Annick Saint-Pierre, c'est une Pompière? Elle est enseignante aux pompiers. Aux pompiers. OK, Puis, cool. Et maintenant, elle travaille aussi pour le CIM. Est-ce que tu sens que l'attitude des aspirants pompiers, elle a changé? 100%. Il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de... comment dire, les gens, ils sont conscients qu'ils sont des individus et donc ils essayent pas d'être comme l'autre. Parce qu'avant, quand je rentrais, tout le monde disait, le moule, tu sais, c'est ça le moule de pompier, il y a un moule. Il y a un moule. Tout le monde essaie d'être comme le moule. Mais le prototype du moule a été fait sur qui? Étiolé. C'est ça, on ne sait pas c'est sur qui, c'est qui le modèle du moule. Fait que là, aujourd'hui, je trouve qu'on est rendu avec des gens beaucoup plus diversifiés dans le métier. Il y a des intellos, il y a des végétariens. Es-tu rendu vegan, toi, là? Non, mais j'ai un vegan sur mon équipe et tout ça. Puis c'est super correct. Puis il y a de la force, il est capable de... Il y a même un trans aussi. Non. Oui, puis c'est parfait. Puis c'est ça la Wow. Le service est vraiment en train de changer. Oui, le service est en train de changer. Puis c'est ça. Tu sais, même les personnes homosexuelles, il faudrait qu'ils soient capables de se sentir bien quand ils viennent travailler. Parce que c'est la même chose pour tout le monde. Si tu rentres au travail puis tu te sens pas bien, ou faut que tu fasses semblant tout le temps, tu rentres chez toi, tu dors avec ta frustration, tu rentres le lendemain, encore, ça devrait pas avoir sa place. C'est sûr que c'est difficile, dépendamment de ton background, de ta famille, de ton éducation. Il y a certaines choses qui sont acceptables plus facilement que d'autres. Je sais que pour certains, vegan, on s'en fout, ça ne dérange pas. Mais là, un gay, là, moi, je vais pas capable de sur mon équipe. Un vegan, OK, mais pas une femme. Fait que, peu importe, on a toutes peut-être un degré d'acceptation selon la culture, exact. Mais on a tout du travail à faire, là, c'est sûr. Même pour moi, pour ma part, longtemps, j'ai eu des préjugés dans ma tête, puis à force de subir toi-même. Mais pas de subir, j'ai été dans des séminaires, dans des conférences où ce que les gens des parlaient formations, des formations, exactement, où ce que des pompières parlaient, où ce que des homosexuels pompiers parlaient, puis nous montrer c'est quoi les préjudices que ça fait sur leur vie personnelle. Ça m'a permis de mieux comprendre la chose, puis ensuite, voyons donc, comment j'ai pu penser comme ça avant. Donc, je crois que le service est en train d'évoluer dans ce sens-là. Puis il y a beaucoup de jeunes qui rentrent puis qui se disent, voyons donc, comment ça c'était comme ça? Pourquoi il n'y avait pas de toilette pour femmes? Pourquoi il n'y avait pas de toilette pour femmes? Sérieux? Ah ouais, c'est là maintenant on commence à en faire avec les casernes avec des toilettes pour femmes. Incroyable, tu nous donnes vraiment toute une entrevue à la Joe Rogan, malade. Pour terminer, on sait qu'en 2010, le 12 janvier 2010, il y a eu ce Goudoup en Haïti. 100%. Tu es d'origine haïtienne, tu es né où c'est haïtien. T'as prêté main forte. Si tu veux qu'on parle de ça, il faut que tu me donnes 5 minutes, là. Producteur, on a notre 5 minutes. OK, mais ça, c'est une des plus belles expériences de ma vie. C'est pour ça qu'on termine avec ça. Je crois que c'est ça qui m'a fait réaliser que j'avais le vent dans les voiles.
parce que comme j'avais dit, j'ai fait mon pacte avec Dieu que je voulais faire du positif tout simplement, puis j'avais vraiment commencé à faire beaucoup plus positif. Le jour du tremblement de terre, j'ai été justement une amie qui m'a appelé, qui était barmaid. Elle m'a dit viens prendre un verre pour te changer les idées. Puis je m'en vais là, puis je me fais accoster dans le bar par le groupe Eclipse. Juste parce qu'ils m'ont vu donner la main à un noir. On était 2 noirs. Ouais, t'as sorti ton badge après, puis ils te croyaient pas. Exactement, c'est ça, exactement. C'est intéressant. Donc, en fait, les 2 policiers, ils rentrent dans le bar, et ils viennent directement sur moi, ils commencent à me fouiller sans m'identifier ni rien, tout quoi. Je pense que t'es un gang de rue. Là. Oui, c'est ça. Puis mon ami qui était barmaid commence à péter la coche. « Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous avez pas le droit, c'est un pompier, là, là. »« Ben, pompier, toi. » Fait que là, je sors ma badge, ouais, je suis pompier, puis donne-moi ton matricule. Continue à faire, là. Non, il dit, en tout cas, regarde, c'est ça mon nom, l'Eclipse, je t'encourage à porter plainte. Fait que je porte une plainte, effectivement. Puis ça a décollé ma carrière de conférencier. Parce que ça a fait en sorte que j'étais en médiation. On a fait une bonne poursuite avec le CRA, Phonémie, d'abord, d'ailleurs. Phonémie, hein? On a fait une poursuite là-dessus, puis on a été en médiation, et en médiation, j'ai eu la chance de rencontrer la direction du SPVM, qui était Marc Parent, le directeur à l'époque. Puis j'ai fait une présentation qui a fait en sorte que, j'ai été engagé pour donner la formation. Et ça m'a permis de faire plein d'autres conférences sur d'autres sujets, même avec le CIM. Et en même temps, ce jour de tremblement de terre-là, moi j'ai demandé, le service d'incendie envoyait des pompiers en Haïti. Puis j'ai demandé à faire partie de ce groupe-là. Ils m'ont dit non, t'as pas d'expérience, je viens de rentrer dans la job, ça faisait 1 an et demi. Ils m'ont dit non, tu peux pas rentrer. Fait que je me suis battu, j'ai écrit des lettres à la direction. Genre le Club Med, là. C'est les gars avec une d'expérience. Exact, c'est ça. On vous envoie au soleil, les gars. Ouais, mais fait que j'ai écrit au syndicat, j'ai écrit à la direction. Je dis c'est impossible que je vais laisser mes collègues blancs aller aider mon peuple puis que je leur fasse bye bye, bonne chance les boys. C'est impossible que je sois là, que je sois pas là. Fait que finalement ils m'ont accepté que je fais partie du groupe. Mais juste avant le départ, 2 jours avant le départ, c'était le gouvernement Harper. Harper, il a cancellé toute l'aide humanitaire qui venait du Canada. Donc, le service a cancellé cette mission-là. Donc, il n'y a aucun pompier qui a pu y aller. Mais moi, j'avais déjà donné mon engagement envers ma communauté que j'allais là-bas. Puis, toutes mes amis, ils s'attendaient que j'y aille. Fait que j'ai dit quoi? Je vais aller de mes propres moyens. Donc, je me suis équipé. J'ai acheté tous les équipements, le cordage, tout ça, les affaires de premiers soins, tout ça. J'ai pris l'avion jusqu'à Miami. T'as-tu apporté ton coup de pouce? T'as-tu apporté un coup de pouce? T'as-tu senti que t'as pu lever 2 dalles de béton? C'était incroyable, Sérieux? C'est incroyable parce que, arriver là-bas en Haïti, c'était quand même compliqué. Puis, moi, vu que je connaissais un petit peu la sécurité, puis pompiers, tout ça, la construction. Puis je parlais français et anglais. J'ai eu la chance d'assister à plein de meetings. Puis arrivé à un meeting, c'était l'armée américaine qui était en charge de ça. Puis on fait le tour de la table et c'est tous des grands gars là qui sont ça, directeur de tel organisme, le colonel de l'armée israélienne, colonel de l'armée de 82nd Airborne des États-Unis, tout le monde est grand, je dis président de mais il n'y a pas représentant Canada. Je suis le seul Canadien autour de la table. T'es dans affaires de la politique internationale. Exact. Et à 1 an et demi de date. Et ensuite, tout le monde se présente. Là, on arrive à moi, je suis rookie. Comme on dit par chez nous, vous faites tout bien, tout poulet. C'est ça. Là, t'as un bracelet qui porte chance, c'est lui. Fait que là, j'explique, je dis, moi, I'm just a rookie. Parce que c'est le colonel Matthew, justement, du 82nd Airborne qui était en charge. Puis, c'était vraiment comme, OK, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on a fait les 72 dernières heures et qu'est-ce qu'on va faire les 72 prochaines heures? C'est comme ça que ça fonctionnait dans les meetings. Puis, une fois que je me présente, je dis, moi, I'm a firefighter, but I'm just a rookie, I just got in the job. Oh, you're a firefighter? Okay, so you know about public security? Okay, guys, he's gonna be in charge. Tout le monde. Hey, j'ai 1 an de date. Il m'a mis en charge d'un peloton de l'armée américaine du 82nd Airborne. Tes patrons ici au Québec, le savent-tu, ça? Ils savent parce qu'après, j'ai fait un résumé de mon parcours, puis ils ont fait un article de journal interne, tout ça, puis je leur explique tout ça. J'étais en charge d'un peloton de l'armée américaine. Tes lettres de noblesse, c'est comme... Même moi, j'étais comme, mais voyons donc, j'ai juste 1 an et demi dans le job. Puis vraiment... Le capitaine vient me voir, il dit OK, parce qu'en fait, ce qu'on devait faire, c'est on devait construire, on devait juste monter des tentes
sur un site où il y avait des campements. Mais moi, avant de faire les campements, j'ai fait détruire avant de faire les tentes, j'ai fait détruire tous les campements parce que c'était dangereux, c'était proche d'un mur de briques. Fait que s'il y avait un autre tremblement de terre, ces gens-là allaient mourir. Fait qu'on a fait tout détruire. On vous apprend ça quand vous faites vos études? Ben, c'est quand même du gros bon sens. Du gros bon sens, fait que moi, je priorisais ceux qu'on a détruit leur campement, mais c'est eux autres qu'on faisait les tentes pour eux en premier. Fait que, puis, moi, je travaille, puis je réalise pas à quel point c'est grand, là, ce que je fais. Là, puis à un moment donné, je perds mon iPhone sur le site. Je cherche mon iPhone. Là, je vais voir le soldat qui est à la gate parce que c'était un site avec une barrière, une barricade. Là, je dis au monsieur, je trouve pas mon iPhone. OK. Il me dit, OK, sir, we're gonna lock the doors until you find your phone. Tu sais, les Américains dans l'armée, là, sont criqués, là. Ils ferment la porte. Là, les citoyens essaient de sortir. Non! Nobody gets in, nobody gets out until the guy finds his phone. Je suis comme, wow. C'est moi, ça? C'est moi qui ai fait ça? C'est là que j'ai réalisé l'ampleur de la chose. Mais en réalité, après, j'ai trouvé mon cellulaire, les citoyens l'ont trouvé. Tout le monde a commencé à chercher le cellulaire parce que là, finalement... Tu peux dire merci au grand architecte, tu peux dire merci à l'univers, tu peux dire merci à ton petit Jésus que tu priais. Mon Dieu, oui. Hein, ton bon mais tu vois, Dieu, c'est exactement ça ce que ça. je te dis. C'est toutes les situations comme ça. Je me dis, mais voyons, comment j'aurais pu vivre ça? Tu comprends? Aujourd'hui, là, moi qui était le petit gars de gang, là, tu comprends? Puis là, maintenant je suis dans une mission humanitaire en charge d'un peloton de l'armée américaine. Je suis même pas américain. Pour terminer, Spook, la francophonie t'écoute. Les jeunes, surtout les jeunes issus des communautés culturelles, de la diversité. Un jeune Québécois également là, qui nous écoute, la pandémie vient de le frapper fort. Il y avait des rêves au niveau peut-être sportif, il voit la fenêtre se refermer. Toi, tu sais, t'es passé d'un extrême à l'autre, mais tout en gardant un certain équilibre. Ouais. En n'oubliant pas tes amis, en prenant le temps de les appeler, en faisant les recherches, t'es quelqu'un de très proche de ton monde. Les jeunes t'écoutent. Ceux qui sont en Haïti, au Québec, dans la communauté, nos frères et sœurs des Premières Nations, quelle leçon de vie peux-tu partager avec eux? Tu sais, tu l'as pas eu facile, puis aujourd'hui, tu fais des témoignages, tu touches des gens, même des entrepreneurs comme Coconut Podcast, tu nous touches. Quel message aurais-tu pour ces jeunes? Puis t'en es-tu conscient? On termine là-dessus. Honnêtement, de l'impact que j'ai, si j'en suis conscient, honnêtement, non. Mais quand on me rappelle souvent, quand on m'invite à des trucs comme ça, ça me fait réaliser que, oh, c'est vrai. Mais je le fais, comme je te dis, avec l'intention de juste rembourser ma dette. Donc, intéressant. Comme j'ai dit au début, on est ensemble. Ce que je fais pour la communauté, c'est parce que je crois qu'on est ensemble, puis on ne s'en sortira pas si on ne reste pas ensemble. Donc, cet impact-là, j'en suis plus ou moins conscient. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est que, premièrement, de ne pas se limiter dans les choix de carrière. Parce qu'on entend tout le temps les mêmes docteurs, ingénieurs, avocats que nos parents noirs, haïtiens, nous rétorquent tout le temps, mais de ne pas se limiter dans les choix. Puis si il y a un domaine qui vous intéresse, que c'est un domaine où c'est majoritairement différent de vous, il ne faut pas avoir peur d'aller dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que vous allez être les défricheurs. Vous êtes ceux qui vont commencer à ouvrir la porte à ceux qui vont venir après. Ça va être peut-être difficile, mais votre apport va être tellement essentiel pour l'avenir. Donc, ne pas se limiter dans vos choix de carrière. Puis, pour ceux qui sont dans la rue, là, les gars qui sont dans le hustle game, qui font des deals, qui font des actes, guys, la rue, là, il n'y a pas de fonds de pension dans la rue. J'ai jamais vu quelqu'un le dire aussi bien que ça. Il n'y a pas de fonds de pension. Donc, ça peut faire son temps assez vite. Ça va faire son temps assez vite. Faut penser plus loin. Oh, wow! Spook, ton parler est vrai. Ton œuvre, elle est incroyable. Tu touches de vrais êtres humains. Ça, c'est réel. Tu es ce modèle. Écoute, Coconut Podcast, on a eu cette chance de faire le tour du Québec et d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Alors maintenant,
À la fin des entrevues, les gens, ils essaient de répéter. Comme ça, ils l'apprennent en même temps et ils peuvent le partager avec le plus grand nombre. Alors, nos frères et sœurs en langue Innu, ils nous disent « Chinash kumitin ». Chinash kumitin. Ouch. Guys, on a un officier avec nous, là, il est lieutenant. Là. Facile pour lui, ces affaires-là. Par la suite, dans le coin d'où vient madame la mairesse Valérie Plante, les Algonquins, ils nous disent « Miigwech ». Miigwech. Wow. Moi, j'aimerais Ouais. prendre 10 secondes Ouais. pour remercier Coconut Podcast de m'avoir fait l'honneur de participer à cette entrevue, puis aussi de mettre en lumière justement ma vie qui pourrait peut-être inspirer les autres. Donc, le travail que moi je ferais, ben, c'est vous qui le faites à ma place, là. Incroyable, incroyable. Écoute, à Québec, les Hurons Wendat, ils nous disent, en langue Wendat, ils nous disent « Teawek ». Teawek. Oh, wow. Teawek. On s'en va vers les îles de la Madeleine. On a été là, nous autres, Coconut. Puis là, il y a les Mi'kmaq, ancestralement parlant. Oui, eux autres, ils nous disent « Welalin ». Wenalin. My God. Hein. Wow. Ah, je vais aller travailler, toi. Mais j'aime ça. C'est intéressant. Ah, Hein? c'est très intéressant. Les Abénakis, Odanak, Victoriaville, Drummond, dans ces coins-là, ils nous disent « Oleone ». Ole. Yeah! Wow! Mr. Wow. Spook! Hey, c'est Ça, c'est tes passionnant, skills de chanteur, rappeur, là. Avoir su, j'aurais pu glisser ça dans des verses, là. Yo! Ben, c'est pas trop Olé, tard. olé. On attend ton album, mais moi, j'attends ton livre. Je voulais Le t'en livre? parler. Ouais. Puis pour terminer, dans la région de Montréal, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent « Niawen ». Miawen. Wow! Puis nous autres, on est les tenants de cet héritage Taïnos Arawak. Oui. Nos ancêtres esclaves sont arrivés dans Haïti, terre montagneuse. Eh bien, ils ont développé le créole. On enlève le R et on te dit merci, merci, merci en pile ou c'est un potomitan. Tu es ce socle dans la communauté noire et surtout cet exemple pour les jeunes garçons noirs, ils en ont franchement besoin de modèles positifs parce que ces derniers temps, on les voit jouer au pow-pow dans les rues. Ça rend notre ville moins sécuritaire. Mais sérieux, après cette entrevue, je pense que tu vas avoir donné le goût à plusieurs d'entre eux de ne pas lâcher puis surtout de poursuivre leurs rêves. Ouais, tout à fait. Mais je te remercie, je vous remercie beaucoup. Merci pour Coconut Podcast. Vraiment, c'était une super entrevue. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On te dit merci. Messieurs, dames, oui, nous étions, écoutez, on doit de bien me placer, nous étions avec tout un être humain. Aujourd'hui, il s'implique au sein de sa communauté. Le passé, c'est le passé, mais il faut connaître son passé pour savoir où on va. Franchement, aujourd'hui, Hilarious Riders, il fait des conférences auprès des jeunes. Il est impliqué dans les différents quartiers de Montréal, entre autres Côte-des-Neiges. Il était ce porte-parole pour le jour de l'émancipation, Tiffany Calendar, toute une prise. Et aujourd'hui, on le connaît comme lieutenant au service d'incendie de la ville de Montréal. Moi, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres Twitter. En attendant sa biographie, son autobiographie, il va l'écrire lui-même, ou son livre, son roman, des histoires un peu fantastiques, mettant en œuvre des pompiers de la diversité, ce serait pas pire, ça? Alors, messieurs, dames, toute une entrevue. On remercie sa famille qui nous ont permis de faire l'entrevue dans cette magnifique demeure. On est derrière toi, Alberto, incroyable, Spook, lâche pas. Et Coconut Podcast, comme on dit en toute fin d'entrevue, on vous remercie. On se voit pour une autre entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Sur ce, Niawen, merci, au revoir.